Bonjour, Monsieur le ministre. Fulgence Zikito Brazanet. Monsieur le ministre, il y a des Congolais qui sont admis à la retraite il y a aujourd'hui 5, 6, 7 ans, mais qui, pour certains, jusqu'à présent, n'ont pas encore commencé à toucher leur pension. Certains risqueraient même de mourir sans pour autant toucher cette pension. Monsieur le ministre, dans un monde en pleine évolution technologique, pourquoi est-ce que les procédures administratives congolaises sont si lentes? La deuxième question, Monsieur le ministre, il y a des jeunes Congolais qui ont passé le concours de la police et également de la gendarmerie il y a plus d'une année, si ma mémoire ne me trompe pas. Mais jusqu'à présent, ces jeunes sont encore dans leur maison. Cependant, d'autres jeunes sont sortis de Buya. On ne sait pas par où ils sont rentrés, ni comment ils sont rentrés. Pourquoi est-ce que, Monsieur le ministre, dans ce pays, certaines personnes doivent être privilégiées et non les autres? Pour terminer, Monsieur le ministre, en dehors de l'armée et la police qui lancent les procédures de recrutement. Le recrutement à la fonction publique, on ne sait pas par où ça passe. Ce sont les neveux et nièces qui donnent les dossiers aux oncles, les fils et filles qui donnent les dossiers aux pères. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que les campagnes de recrutement à la fonction publique demeurent un secret? Voilà. Nous allons commencer par la troisième interrogation. Je ne sais pas si justement vous connaissez les procédures de recrutement que vous évoquez dans la fonction publique. Il faut savoir que le principe aujourd'hui dans notre fonction publique, c'est l'absence de recrutement. C'est le principe général qui a été édicté au moment où nous sommes entrés, il y a de nombreuses années, en programme avec nos partenaires, Fonds monétaire international notamment. Ça, c'est le principe. Maintenant, l'exception dans le cadre de ce principe, c'est la volonté politique exprimée par le président Denis Sassou Nguesso il y a quelques années, qui était cette volonté politique de permettre qu'à titre exceptionnel, un certain nombre de ministères aient accès à la possibilité de procéder à des recrutements dans la fonction publique. C'est dans ce cadre qu'effectivement sont lancés des processus de recrutement sur la base des ministères qui ont été identifiés comme prioritaires, parmi lesquels, grosso modo, les ministères des enseignements, des affaires sociales, la santé, la jeunesse, et également, grâce à l'intervention de certains collègues qui étaient de la profession de la communication, je veux citer le ministre d'État Firmin Ayessa, à qui je fais un clin d'œil, le ministère de la Communication. Alors, il faut savoir que cela n'est pas secret. Vous parlez de secret, vous parlez de favoritisme. Non. Il y a d'abord une identification par ministère des besoins et ensuite une détermination, une prise de décision concertée entre le ministère de la fonction publique et les ministères du budget et des finances du nombre de postes ouverts pour les ministères concernés, chaque année, ou quasiment. Une fois que cette décision est prise, il y a ensuite une pesée qui est faite, c'est-à-dire la détermination de ces postes budgétaires par grade, par catégorie, etc. Et tout cela est public. Tout cela est rendu public au niveau des ministères concernés. Et enfin, la phase suivante, qui, à ce moment-là, fait participer les managers, c'est-à-dire, pour ce qui concerne, par exemple, c'est un exemple que je cite à titre d'illustration, les directeurs généraux des structures sous tutelle du ministère de la Communication, Télé Congo, Radio Congo, Imprimerie Nationale, ACI, Télédiffusion du Congo, Nouvelle République, etc., qui, connaissant leurs besoins et connaissant ce qu'on appelle couramment les pigistes, dans un jargon que je n'aime pas, mais c'est comme ça qu'on les appelle, déterminent d'accord parti avec les organisations représentant ces agents, déterminent et identifient ceux qui vont être recrutés pour l'année concernée. Et au bout du processus, il y a la prise des textes réglementaires, soit
des décrets selon les catégories de recrutement des agents concernés, soit des arrêtés, donc des décrets du président de la République, du Premier ministre ou des arrêtés. Et j'ai récemment, il y a quelques semaines, reçu des textes qui ont été rendus publics, puisque ces textes réglementaires sont publiés au journal officiel. Donc je vous renvoie au journal officiel. Donc voilà le processus. Je ne sais pas s'il y a plus transparent que cela. Et il n'y a rien à ce stade, je dis bien, il n'y a rien à ce stade qui justifie le terme que vous avez choisi, celui de favoritisme. Allez consulter le journal officiel et vous verrez que toutes ces affaires sont faites dans la transparence la plus totale. Bien entendu, il faut le noter, les besoins sont immenses. Bien entendu, souvent le nombre, et je prends toujours l'exemple de la communication, de postes disponibles peut apparaître comme une goutte d'eau dans un océan de besoins. Mais je crois que cette décision du président de la République a été salvatrice puisque beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ont pu être recrutés dans un secteur, et notamment dans le pôle public de l'audiovisuel, où à peu près 75 à 80% des agents qui animent les structures sont des pigistes. Alors, poser d'autres questions, le concours de la police, et vous émettez, disons, les mêmes griefs. Je connais moins le processus, mais il n'est pas totalement différent de celui que je viens d'évoquer pour ce qui concerne les recrutements. Je crois que le recrutement de ceux qui ont réussi le concours, le recrutement effectif ne devrait pas manquer d'avoir lieu. Et prenons juste un peu patience. Alors, pour les retraites, vous évoquez la question de nos aînés qui, effectivement, vont à la retraite. Et souvent, il y a malheureusement un grand retard à l'allumage entre le moment où les textes mettant à la retraite les agents de la fonction publique concernés et le moment où ils touchent effectivement leurs droits. Ce temps est un temps effectivement assez long, trop long au goût des agents concernés, et j'en conviens. Vous évoquez le fait qu'au moment où les technologies permettent d'accélérer les choses, vous déplorez le fait que cela ne soit pas encore le cas dans notre fonction publique, mais là-dessus, je crois que lors de nos précédents échanges, nous avons évoqué l'instruction, l'exhortation que le président de la République a donnée au gouvernement lors d'un des derniers conseils des ministres, pas le dernier, mais le précédent, sur la nécessité d'assurer à partir de début 2025, le plus rapidement possible, la digitalisation, c'est-à-dire la numérisation des données, la dématérialisation des données et des dossiers et des documents de la fonction publique, et puis la numérisation des processus qui va permettre d'accélérer toutes les démarches administratives dans tous les secteurs, y compris dans celui de la prise en compte des retraités. Et donc à ce moment-là, nous verrons, et pourquoi pas un jour imaginer, ça serait l'idéal, imaginer une prise en compte quasi automatique, c'est-à-dire que vous cesseriez vos fonctions à telle date et au début de la plus prochaine période ouvrable ou ouvrée, vous seriez déjà exigible en termes de paiement de l'indemnité retraite. Donc c'est là un des objectifs majeurs du gouvernement sur les instructions du président de la République. Merci. Je suis Michael Gatier, je prends la parole au nom de Focus Média. Pas plus tard que hier, j'ai échangé avec un enseignant qui me disait, dans un pays où la corruption, la concussion, la fraude, le vol sont érigés en normes de gestion, on ne pourra connaître aucun développement. Récemment, le président a parlé au sujet des 6 milliards qui sont détournés
au sujet des bourses. C'est un sujet assez important. Malheureusement, ça n'a pas été abordé dans le mot introductif du ministre. Je déplore tout cela, parce que c'est un sujet assez important aussi. Maintenant, pourquoi quand le président en parle, et les politiques font naturellement un discours d'évangile, hein, mais pourquoi il n'y a pas de sanctions derrière tout ça? Parce qu'on connaît, au fil des années, on connaît ceux qui ont géré ce ministère, ceux qui ont géré de l'argent, ainsi de suite, mais pourquoi il n'y a pas de poursuites automatiques? Il y a aussi un sujet assez important au sujet de la corruption, au sujet du vol, ainsi de suite. C'est un sujet relatif au projet de développement dans le pays. Il y a des projets qui ont été lancés dans ce pays, le gouvernement a financé, on a reçu de l'argent, ainsi de suite, mais qui n'ont jamais eu de suite. Dernièrement, on parlait du marché de l'intendance. Pourquoi il n'y a pas de suite? Pourquoi ceux qui gèrent ces questions ne sont pas interpellés? Il y a aussi une question assez importante, le ministre en a abordé sur les questions de lutte contre le banditisme urbain. En RDC, par exemple, on a instauré le mécanisme selon lequel si on met la main sur ces jeunes délinquants, ils ont instauré un système de peine de mort. Alors, qu'en est-il au Congo? Et surtout qu'on sait qu'en RDC, ceux qui commettent après, en réalité, prennent la fuite par le Congo. Quelles sont les mesures que le Congo, la République du Congo, a pris en réalité pour éviter qu'il y ait débordement ici à Brazzaville? Parce qu'on sait que nos frontières sont tellement moroses. Hein. Merci, Monsieur Ngatsé. Je reconnais là l'esprit dans lequel vous inscrivez à chaque fois, mais maintenant je suis habitué, je suis comme le singe de laboratoire. Au bout de la 5e piqûre, je ne sens plus rien. Donc je vais pouvoir répondre de manière sereine à vos questions. Alors, vous parlez du détournement de 6 milliards de bourses. Pourquoi il n'y aurait pas, je reprends votre terme, de poursuite automatique? Bon, je ne sais, un terme curieux, je ne sais pas ce qu'on appelle une poursuite automatique. Vous savez, je suis un peu juriste dans ma vie professionnelle. Sur les bancs de la faculté de droit, je n'ai jamais appris le concept de poursuite automatique. Je ne sais pas quel est ce concept. Je ne le connais pas. Je connais la mise en œuvre, la mise en action des autorités compétentes en matière de poursuite. Et dans notre pays, c'est le procureur de la République. Alors le procureur de la République est saisi de deux manières. Soit il est saisi par un tiers, un citoyen, soit il se saisit lui-même du fait de la clameur. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, le concept de poursuite automatique n'est pas conforme à notre droit pénal. Hein, je crois qu'il faut que je vous le précise. Deuxièmement, je crois que vous m'avez reproché tout à l'heure de ne pas en avoir parlé dans mon mot introductif. Tout simplement parce qu'il y a 72 heures ou un peu plus, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été interpellé au Sénat sur la question. Et en tant que journaliste, je pense que vous avez eu la position du gouvernement sur ce sujet. Et il ne m'est pas apparu utile, intervenant après l'explication claire donnée par le Premier ministre, d'introduire les mêmes explications qu'il a brillamment données au Sénat dans mon mot introductif. Et donc je vous renvoie déjà à ce qu'il a dit, mais je peux résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi les propos du Premier ministre à l'Assemblée, plutôt au Sénat en direct sur les médias nationaux. Il a évoqué le fait qu'il y avait, dans le cadre d'un audit qui a été demandé par le gouvernement, et la mise en œuvre d'actions qui conduisent, vous évoquiez tout à l'heure le modernisme et les technologies, qui conduisaient cet audit à la mise en œuvre d'un recensement biométrique des étudiants, c'est-à-dire la possibilité, dans le cadre de ce recensement, de savoir qui est étudiant et qui ne l'est pas. Et dans ce cadre-là, il est évident qu'un étudiant fictif ne peut pas aller donner ses empreintes ni les données biométriques, puisqu'il n'existe pas, cet étudiant. Ou alors, quand il existe, il n'est peut-être plus éligible à la qualité d'étudiant boursier, pour des raisons diverses. Et déjà là, il y a eu l'élimination d'un certain nombre de personnes qui n'avaient plus à être dans le fichier des étudiants. Deuxième élément évoqué par le Premier ministre, que je me permets donc de rappeler ici,
c'est qu'évidemment, il n'y a pas que la gestion des effectifs des étudiants qui explique ce problème. Il y a probablement un certain nombre d'indélicatesses, et ces indélicatesses font l'objet d'une enquête administrative. Et cette enquête administrative, et le Premier ministre a conclu comme cela au Sénat, si elle révélait des fraudes, des manquements des agents publics chargés de la gestion de la bourse des étudiants, et que cette fraude et ces manquements justifient l'ouverture d'une action pénale, eh bien, les autorités compétentes seront saisies. Voilà la réalité du dossier. On ne peut pas, mon cher monsieur Ngatsé, évoquer tout le temps l'état de droit et puis demander qu'on n'applique pas l'état de droit quand il s'agit, face à une situation qui aujourd'hui interroge l'ensemble de l'opinion, eh bien vouloir pour reprendre votre terme, des poursuites automatiques. Parce que pour qu'elles soient automatiques, il faut quand même identifier les gens. Et pour qu'elles soient automatiques, il faut identifier les infractions. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà la situation qui aujourd'hui caractérise ce dossier qui, à bon droit, a pu émouvoir une partie de l'opinion. Mais le gouvernement, à travers les mécanismes rappelés par le Premier ministre et que j'ai brièvement indiqués ici, est à l'œuvre pour que nous ayons le fin mot de l'histoire. Alors, vous parlez de manière globale de projets de développement et vous en citez quelques-uns au passage, ou un en particulier, et demandez des poursuites. Vous êtes un citoyen. Si vous estimez avoir des preuves, des indices irréfragables ou des éléments qui justifient l'ouverture d'une enquête, eh bien saisissez le procureur de la République. Nous sommes un État de droit. Vous semblez avoir des informations sur le dossier dont vous avez parlé, eh bien, saisissez le procureur de la République. L'État, le gouvernement, les pouvoirs publics, les agents publics, les membres du gouvernement, les responsables administratifs et politiques, quand ils sont confrontés à la découverte d'une suspicion d'infraction, eh bien, ils n'hésitent pas à exercer les voies de droit et notamment à saisir les autorités compétentes. Donc vous, citoyens, pleins et entiers, nantis de tous vos droits civiques, eh bien, je vous invite, si vous avez des informations, à saisir le procureur de la République sur ce dossier. Alors, vous évoquez sur votre troisième intervention le fait qu'en RDC, les délinquants appelés couramment Koulouna là-bas et Bébé Noir chez nous, une fois appréhendés, sont passibles de la peine de mort. Ils sont exécutés, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Bon, il faut savoir que la Constitution de 2015, adoptée par le peuple congolais par référendum, 25 octobre 2015, a aboli la peine de mort dans notre pays. Donc nous ne pouvons pas procéder à l'exécution, la peine capitale à l'encontre des délinquants qui sont appréhendés, parce que cela serait considéré comme un crime, puisque anticonstitutionnel. Donc nous avons d'autres mécanismes aujourd'hui qui permettent de punir et de punir sévèrement. Il y a des sessions criminelles actuellement. Prochainement, parce que j'attends de faire le point avec mon collègue de la justice, nous vous donnerons le bilan des sessions criminelles qui se tiennent. Tous les délinquants, Bébé Noir et autres qui ont été interpellés, on peut y ajouter les 92 dignés d'il y a quelques jours, sont systématiquement, pour ceux qui ont commis des crimes flagrants, transférés vers les services compétents au niveau de la justice et sont jugés par les juridictions compétentes. Donc nous avons au niveau des pouvoirs publics la sévérité et l'exemplarité nécessaires pour punir les actes de délinquance. Enfin, nous avons quand même une dimension rédemptrice que vous connaissez, c'est celle des centres que nous sommes en train d'édifier à Loudima et à Bokania et ailleurs, pour que les moins marqués de ces délinquants, en tout cas ceux que l'ordre public n'envoie pas directement en prison, ceux qui sont réformables
immédiatement, eh bien, puissent être formés à la citoyenneté et à des métiers pour se réinsérer dans la vie sociale.